Bonsoir camarades. Donc on va pouvoir commencer cette troisième séance de l'école de formation historique du POID. Et on va, après avoir abordé dans les premières séances, qui sont d'ailleurs toujours disponibles sur le site et le YouTube de la TT, pour les camarades qui n'auraient pas assisté, on va pouvoir aborder, après avoir abordé dans la première séance la formation de la classe ouvrière, du mouvement ouvrier dans les débuts du capitalisme, après avoir abordé 1848 comme moment de rupture définitive entre le prolétariat et la bourgeoisie, on va aborder aujourd'hui la Commune de Paris, le premier gouvernement ouvrier de l'histoire, et je laisse le camarade introduire sur le sujet. Bonsoir à tous, merci de l'invitation. Donc on va parler de la Commune de Paris. Je vais déjà dire comment je vais procéder. On va procéder en deux parties. Une première partie qui sera purement factuelle, événementielle, pour planter le décor, parce que l'histoire c'est avant tout des faits. Après on ne s'entend pas sur l'interprétation, mais c'est d'abord des faits. Et une deuxième partie qui portera sur l'interprétation de la Commune de Paris, pas la mienne bien sûr, l'interprétation de Karl Marx, d'accord. Donc le fil conducteur un peu de l'exposé, ce sera la Commune vue par Marx. Je vais essayer de m'en tenir à 45 minutes maximum. Voilà, si c'est trop long, vous me direz tais-toi. Voilà, donc on commence sur la première partie, donc sur le contexte de la Commune, d'où ça vient. Pour comprendre la Commune, à mon avis, il faut partir de l'été 1870, de juillet 70, moment où Napoléon III, l'empereur du Second Empire, déclare la guerre à la Prusse pour une obscure question de succession du trône d'Espagne. Mais c'est un prétexte. Les vraies raisons du conflit sont d'abord des raisons impérialistes. La France veut se tailler des territoires sur le Rhin. Et puis il s'agit en politique intérieure de faire une diversion. Pourquoi une diversion? Parce que l'Empire est moribond, notamment les villes sont massivement républicaines. Aux dernières élections, toutes les élections des années 60, Paris notamment vote républicain rouge, avec des républicains fortement républicains. Et puis dans les dernières années de l'Empire, une remontée très importante des grèves qui inquiète la classe capitaliste, qui inquiète le pouvoir politique. Vous savez que dans ce contexte, peut-être vous ne savez pas, mais l'empereur, le Second Empire, va faire des procès, les procès de l'internationale. La première internationale, les sections françaises vont être poursuivies et les sections parisiennes, françaises vont être dissoutes. Ils vont passer en procès. Voilà. Donc c'est une guerre de diversion. Qui va être dénoncée par l'international, l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, comme une guerre dynastique, une guerre qui vise à confronter les Allemands aux Français, mais pour des raisons purement dynastiques, impérialistes. Mais Marx et Engels vont quand même avoir un point de vue dans cette guerre, qu'ils vont exprimer notamment dans des articles et dans leur correspondance. Marx et Engels soutiennent la guerre du point de vue allemand, la guerre d'unification qui va permettre, je rappelle que l'Allemagne à ce moment-là n'existe pas, qu'elle est encore morcelée en plusieurs dizaines de micro-États, et donc ils soutiennent la Prusse contre cette guerre d'agression française. Et Marx le dit dans la première adresse qu'il va rédiger pendant l'été 1870, adresse de l'AIT, il sait que le Second Empire est condamné, que cette guerre va aboutir à la naissance de la République. Voilà, donc il pronostique la fin du Second Empire et il soutient l'unification allemande qui d'ailleurs, dit-il, va permettre d'offrir au mouvement ouvrier allemand un cadre plus favorable à son développement. Voilà. Alors comme Marx avait prévu, la guerre tourne mal et le 2 septembre à Sedan, l'empereur est fait prisonnier avec plus de 100 000 soldats, ce qui va provoquer des manifestations à Paris républicain. Et le 4 septembre, le peuple parisien envahit le corps législatif. Gambetta, sous la pression populaire, donc la gauche républicaine sous la pression populaire, est obligé de décréter la déchéance de l'empereur et de proclamer la République. Voilà. Dans la foulée, le 4 septembre,
se précipite à l'hôtel de ville de Paris une bande de républicains, mais des républicains conservateurs, qui vont se faire appeler le gouvernement de la défense nationale, puisque la France est attaquée, le nord-est du pays est envahi. Et ce gouvernement de la défense nationale, qu'on va aussi appeler le gouvernement des Jules, parce qu'il est composé de beaucoup de gens qui s'appellent Jules. Vous avez Jules Ferry, Jules Favre, Jules Simon, dirigé par un autre qui s'appelle Jules Trochu. Bref, ce gouvernement de conservateurs, alors de républicains, je suis gentil, hein, il n'y a pas que des républicains, il y a aussi des orléanistes, il y a des bonapartistes, mais bon, à ce moment-là, tout le monde dit tout le monde est républicain, se précipite à l'hôtel de ville. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas tellement un gouvernement de la défense nationale, c'est surtout un gouvernement de la défense sociale. Ils veulent éviter que d'autres républicains plus rouges qu'eux ne prennent l'hôtel de ville et ne proclament une république qui porterait atteinte, comme en 1848, à la propriété, ne serait-ce que de façon partielle. Voilà. À ce moment-là, Marx et Engels abandonnent leur position initiale vis-à-vis de la guerre, puisque la guerre côté allemand cesse d'être une guerre d'unification, mais devient une guerre de conquête. Hein. Les Allemands, très rapidement, Bismarck dit « je veux l'Alsace-Lorraine ». Par ailleurs, Marx et Engels, comme il l'avait prévu, la République est proclamée en France, ce qui va donner naissance, ce sera la Troisième République. Ils soutiennent, hein, ils combattent pour la reconnaissance, d'abord par l'Angleterre, puisque Marx est en Angleterre avec Engels, puis dans les autres pays, l'AIT combat pour la reconnaissance de la République française. À cette étape, Marx et Engels s'opposent fondamentalement à toute guerre révolutionnaire, ou toute insurrection du peuple parisien. Dans la deuxième adresse de l'AIT, qui est écrite le 9 septembre, donc quelques jours après la proclamation de la République, ils écrivent notamment, enfin c'est Marx qui écrit, « Toute tentative de renverser le gouvernement de la défense nationale, hein, quand l'ennemi frappe aux portes de Paris, serait une folie désespérée. » On va retenir cette idée de folie désespérée. « Les ouvriers français ne doivent pas se laisser entraîner par les souvenirs nationaux de 1792. Ils n'ont pas à recommencer le passé, mais à édifier l'avenir. Qu'ils profitent calmement et résolument de la liberté républicaine pour œuvrer à leur propre organisation de classe. » Donc voilà, la perspective de l'époque, c'est, en gros, la guerre est perdue, il faut consolider les organisations de l'internationale, consolider les syndicats et profiter des libertés républicaines. Voilà. Marx l'AIT envoie à Paris un ouvrier français qui s'appelle Auguste Serraillier comme émissaire de l'Internationale. Et quand il arrive début septembre, Auguste Serraillier est épouvanté de ce qu'il voit, et notamment de ce qu'il voit dans les sections parisiennes de l'Internationale. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Paris revit très largement ce qu'il a vécu dans les années 93-94, c'est-à-dire la guerre révolutionnaire. Serraillier envoie un rapport à l'Internationale dans lequel il dit ces gens-là, il parle des internationalistes, de ses camarades de l'AIT, il dit ces gens-là qui ont pendant 6 ans aboli les frontières sont tous devenus des chauvins, hein, ils ne connaissaient pas de frontières aujourd'hui, ils sont tous bleu, blanc, rouge, etc. Et ils disent ils font une réputation terrible, c'est catastrophique pour l'AIT. Voilà. Donc à cette étape, Marx et Engels pensent que la guerre est finie, qu'il faut profiter des libertés républicaines. Leur position ne va pas durer très longtemps comme ça, parce que Marx va comprendre très vite, hein, l'extrait que je vais vous lire date d'octobre 70, donc quelques semaines plus tard. Marx écrit dans une lettre privée « La bourgeoisie française préfère la conquête prussienne à la victoire d'une république à tendance socialiste ». C'est-à-dire qu'il comprend que cette république sera une république conservatrice, une république pour les riches, pour les bourgeois, et qu'à ce moment-là, la bourgeoisie française est massivement défaitiste. C'est important, hein, parce que la bourgeoisie n'est pas, tout le monde a l'idée, la bourgeoisie cocardière, nationaliste, comme en 14. La bourgeoisie, parfois dans l'histoire, quand les choses essentielles pour elle sont menacées, elle peut être défaitiste. Elle le sera en 40 en France. Pas totalement, pas de façon homogène, mais des secteurs significatifs, voire majoritaires de la bourgeoisie, peuvent parfois être défaitistes. Et c'est le cas à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, Marx et Engels vont changer de position et vont soutenir l'idée d'une guerre révolutionnaire, que la guerre n'est pas finie, qu'il est possible de battre l'Allemagne, la Prusse qui va devenir l'Allemagne dans les mois qui suivent, et aussi de lutter donc contre le gouvernement bourgeois défaitiste. Car les choses se précisent et s'affirment assez rapidement, hein. Le 31 octobre,
à Paris, on apprend que le général Bazaine, qui était à Metz, enfermé à Metz avec plus de 160 000 hommes, donc un énorme corps d'armée, hein, eh bien, ce général Bazaine se rend sans combattre. Et mieux que ça, il propose à Bismarck de neutraliser son armée pour lui permettre de retourner sur Paris pour rétablir l'ordre à Paris. En fait, on comprend bien qu'en fait, cette bourgeoisie française est apeurée par les travailleurs parisiens, par le prolétariat parisien. Alors pourquoi sont-ils apeurés? Tout simplement parce que depuis l'été 1870, les travailleurs parisiens sont en armes. Hein. La garde nationale parisienne a été armée. La garde nationale, ça vient de la Révolution française, mais ça avait été conçu comme une milice bourgeoise, uniquement bourgeoise. Voyant l'arrivée des Prussiens, on avait été obligé à Paris et ailleurs dans les grandes villes de province d'armer les travailleurs. Et ça, eh bien, en fait, ça va très rapidement paniquer la bourgeoisie française. Voilà, alors le 31 octobre à Paris, les bataillons populaires, notamment ceux de Belleville, hein, de la garde nationale, descendent sur l'hôtel de ville, essayent de renverser le gouvernement de la défense nationale, ou de la défense sociale, d'ailleurs, qu'ils n'appellent pas gouvernement de la défense nationale, ils l'appellent gouvernement de la défection nationale ou de la trahison nationale, voilà, qui dit assez bien leur défaitisme en fait. Voilà, ça va mal se finir ce 31 octobre, ils vont finir, la plupart des chefs qui vont attaquer l'hôtel de ville vont finir sous les verrous, ils vont retenter le 22 janvier, voilà, mais sans plus de résultats. Il faut comprendre du 19 septembre 1870 à la fin du mois de janvier 1871, Paris est assiégé par les Prussiens. Donc c'est un siège très difficile à l'époque. Hein. Paris est une ville fortifiée avec des remparts, des portes fermées, et on va crever de faim, crever de froid. L'hiver est extrêmement violent et beaucoup d'épidémies, etc. Donc les Parisiens vont soutenir un siège héroïque. Hein. Ils continuent le combat, mais le gouvernement ne fait rien, hein, ne tente que quelques sorties purement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne font rien alors même qu'ils disposent dans Paris de 250 000 gardes nationaux armés, 250 000 voire 300 000, et de 200 000 soldats enfermés. Donc ils ont quasiment 500 000 hommes à leur disposition, et ils ne tentent rien, ils font quelques sorties qui se soldent par des échecs, parce que en fait, la direction a décidé qu'ils ne pouvaient rien faire, puisqu'ils sont défaitistes. Voilà. Ça va se terminer comment? Alors non seulement ça, mais pendant ce temps-là, hein, dès le mois de septembre, ils ouvrent en fait des négociations secrètes avec Bismarck pour pouvoir capituler. Et ils ne le disent pas aux Parisiens. Dans le même temps, Jules Favre, un des membres du gouvernement, dit « Nous ne céderons ni un pouce de notre territoire, ni une pierre de nos forteresses. » D'accord? Donc on est plus combattants que tout le monde, mais en réalité, ils ont dès septembre organisé des négociations pour pouvoir capituler. Juste, ils sont confrontés à l'état d'esprit des Parisiens qui, eux, veulent continuer le combat. Pas simplement par nationalisme, patriotisme, etc. Non, c'est une réminiscence de la guerre révolutionnaire. Ils savent très bien que cette république qu'ils veulent, c'est la République de 48, hein, la République démocratique et sociale, et que donc, pour l'imposer, il faudra des moyens révolutionnaires. Et donc, la guerre révolutionnaire. Je rappelle que pendant la guerre de 1792-94, quand la France, pendant la Révolution française, quand la France était assaillie par l'Europe monarchiste, déjà les sans-culottes avaient imposé le fait qu'on porte atteinte à la propriété privée. Hein. Ils avaient interdit la spéculation sur les matières de première nécessité. Hein. Ça s'appelait la loi du maximum. C'est cet état d'esprit qui anime le prolétariat français en 1870-1871. Et c'est ça qui fait peur à la bourgeoisie. Bon, finalement, ça se termine mal. Fin janvier, Paris, affamé, est obligé de capituler. Enfin, en tout cas, sa direction le fait capituler. Et on va signer un armistice, une capitulation avec Bismarck. Un communard qui sera aussi un historien de la commune qui s'appelle Lissa Garay, que je vous recommande, qui a écrit une superbe histoire de la commune, résume 400 000 hommes armés de fusils, de canons, capitulés devant 200 000. Voilà, c'est la situation dans laquelle... Donc ils se sentent trahis, les Parisiens. Et si on ne comprend pas cette trahison, ce sentiment de trahison, on ne comprend pas ce qui se passe par la suite. Voilà, alors dans les négociations avec Bismarck, Bismarck a dit « Ok, vous capitulez, mais il faut signer une paix, parce qu'il veut racketter la France. Et donc il faut élire une assemblée qui va signer cette paix avec moi. » Et cette assemblée va être élue le 8 février, et ce qui sort de ces élections, c'est une assemblée ultra-monarchiste, sur 650 députés,
450 sont des monarchistes. Alors vous avez différentes nuances de monarchistes, vous avez des bonapartistes bien sûr, vous avez des légitimistes et vous avez des orléanistes. C'est une chambre où on voit réapparaître des noms du Moyen-Âge, hein, des marquis, des comtes, des choses, des gens qu'on avait oubliés depuis un siècle qui réapparaissent, voilà, et qui ont fait campagne dans toute la France. Alors il faut comprendre, on a déjà une campagne très particulière puisque tout le nord-est de la France est occupé, mais qui font campagne sur le thème de la paix. Et dans les campagnes, hein, et de la paix, et un deuxième thème, les méchants républicains rouges partageux de Paris qui veulent vous voler vos richesses. Donc sur ce thème-là, ils réussissent à obtenir une chambre ultra-monarchiste. Cette chambre se réunit à Bordeaux et elle va mettre à la tête du gouvernement quelqu'un qui va jouer un grand rôle dans les événements qui vont venir. C'est Adolphe Thiers, le Marseillais. Et Thiers dira la chose suivante. Quand je fus chargé des affaires, j'eus immédiatement cette double préoccupation, conclure la paix et soumettre Paris. C'est-à-dire que ses ennemis, hein, ce n'est pas les Prussiens, ses ennemis, ce sont les Parisiens. Il dira plus tard que la garde nationale était comme entièrement une armée ennemie. Voilà. Le 26 février, il signe donc la paix qui donc cède l'Alsace-Lorraine aux Allemands, une grande partie de la Lorraine, pas toute la Lorraine, qui s'engage à verser une immense indemnité de 5 milliards de francs à l'Allemagne. Et cette paix qui est signée est bien sûr qualifiée à Paris de paix honteuse et le prolétariat parisien se sent complètement trahi. Mais voilà, tout seul, ils ont résisté pendant des mois, ils ne peuvent pas continuer la guerre tout seuls. Cette assemblée qui est à Versailles, elle a, donc je vous l'ai dit, hein, son ennemi c'est les Parisiens et elle va multiplier dans les semaines qui suivent les provocations contre Paris. La première provocation, c'est qu'elle décapitalise Paris. Au lieu de se réunir à Paris, elle va quitter Bordeaux, elle se décide, et le symbole est fort, hein, elle décide de s'installer à Versailles, la ville des rois. Forcément, quand on a une assemblée de 450 monarchistes, hein, on a un fort tropisme versaillais. Donc il décide d'aller à Versailles. Deuxièmement, il décide de supprimer la solde de la garde nationale, 30 sous, 1 franc 50. La solde qui permettait donc à près de 300 000 familles à Paris de vivre. Il faut comprendre que depuis le siège prussien, la plupart des ateliers étaient fermés, c'est-à-dire que en fait, les mecs vivaient avec la solde les familles vivaient avec la solde de gardes nationaux, et donc on dit au prolétariat parisien, bah, vous n'allez plus rien avoir à bouffer, vos femmes et vos enfants non plus. Et puis, ils prennent une autre mesure. Pendant le siège, on avait été obligé de repousser le paiement des loyers, puisque personne ne pouvait payer son loyer, puisque personne ne bossait. Eh bien, on dit aux gens, eh bien, il va falloir payer les loyers, et non seulement payer, mais payer tous les loyers que vous n'avez pas payés dans les mois derniers, d'accord ? Voilà. D'autres provocations sont faites. Par exemple, on nomme à la tête de la garde nationale des gens qui sont des monarchistes, hein, donc on est quand même en République officiellement, mais c'est des monarchistes qui sont nommés comme ambassadeurs, comme préfets, etc. Bon, bref, les Parisiens ressentent fortement ces provocations, si bien qu'ils vont réagir. Et comment ils le font ? Eh bien, ils vont se constituer fin février, début mars, en comité central de la garde nationale. Il y avait des bataillons de la garde nationale dans les différents arrondissements, et à partir du 15 mars, 215 bataillons de la garde nationale vont décider de se regrouper. Et ces bataillons donc, vont s'organiser dans ce comité central de la garde nationale, et ça va provoquer des sueurs froides à Versailles, hein, chez Thiers et à l'Assemblée, parce que on comprend que le prolétariat parisien, les travailleurs parisiens, alors il n'y a pas que des travailleurs, il n'y a pas que le prolétariat, il y a aussi des petits patrons, etc. Mais donc que la classe laborieuse parisienne s'organise. C'est inadmissible pour eux, si bien qu'il va falloir désarmer ces Parisiens. Hein. C'est impossible que ça continue comme ça, c'est une menace qui, du point de vue de la classe capitaliste, est inacceptable. Et c'est ce qui va précipiter ce qu'on appelle la révolution du 18 mars 1871, qui est donc la date à laquelle on fait partir la Commune de Paris. Je dis révolution, mais avec des guillemets, parce que en réalité, ce qui se passe ce jour-là, si complot il y a, il est quand même du côté du gouvernement. Je m'explique. Cette nuit, hein, du 17 au 18 mars, Thiers envoie à Montmartre et dans différents points de Paris
l'armée pour se saisir des canons de la garde nationale. Alors on connaît beaucoup les canons de Montmartre parce qu'il y avait plusieurs centaines de canons en haut de la butte, mais il y en a sur d'autres endroits de Paris, il y en a au Luxembourg, il y en a à la place des Vosges, etc. Alors au début ils y arrivent, hein, ils prennent les canons de la garde nationale, mais sur le matin, quand on s'aperçoit que en fait, l'armée dans Paris est en train de désarmer la garde nationale, les femmes parisiennes d'abord s'interposent, et puis les hommes rabattent le rappel, hein, vous savez, ils ont le tambour, et ils passent dans et la garde nationale se met sur le pied de guerre, et les femmes font honte aux soldats en leur disant qu'est-ce que vous faites, nous avons résisté aux Allemands, vous faites le sale travail, etc. Et les travailleurs, enfin les soldats de Thiers vont mettre la crosse en l'air, vont arrêter, vont refuser d'abord dans un premier temps de tirer sur le peuple, car on leur donne l'ordre de tirer sur les travailleurs qui s'interposent, et puis même dans un second temps, donc ils vont se révolter, ils vont même finir par fusiller 2 généraux qui avaient donné l'ordre pour l'un d'entre eux de tirer sur le peuple, et l'autre qui était un ancien fusilleur de 1848. C'était donc une révolte. Voilà ce qui se passe le 18 mars. Donc Thiers échoue à désarmer la garde nationale. Plus que ça, en début d'après-midi, il panique complètement. Il entend, il y a une réunion assez drôle, ils sont dans un ministère sur la rive gauche, et puis ils entendent passer des bataillons de la garde nationale, et Thiers, qui est un froussard, est persuadé qu'il va se faire arrêter, qu'il va finir comme les 2 généraux, et donc en fait il panique et il leur donne le retrait de tout le gouvernement, de toute l'armée, de tous les services administratifs de Paris, d'accord. Donc, et même il leur donne même de quitter les forts qui sont autour de Paris. Voilà, donc c'est une panique de Thiers, et il essaiera après de faire croire que c'était un plan, un stratagème pour revenir en force. En fait, c'est faux, hein, il a paniqué, voilà. Ce qui est bien que le 18 mars au soir, les travailleurs dirigent Paris, hein. Ils vont prendre dans la soirée l'hôtel de ville, et le soir du 18 mars, le drapeau rouge flotte sur l'hôtel de ville de Paris, mais vous voyez qu'en réalité, ils ont réagi, hein, mais c'est le gouvernement qui a abandonné le pouvoir aux travailleurs, hein, c'est pas les travailleurs qui se sont lancés à l'assaut du pouvoir. Voilà. Alors, je regarde, oui, il faut que j'accélère. Le 18 mars, voilà, ça c'est la situation. Alors, assez rapidement, le comité central de la garde nationale va dire, voilà, nous, on n'était pas là pour ça, nous, on est juste les représentants de la garde nationale, donc on va élire une municipalité, hein, notre seul mandat, c'est d'élire une municipalité ou une commune de Paris. Et ces élections auront lieu, alors je passe les péripéties, mais elles auront lieu le 26 mars. Et donc le 26 mars, les élections, et le 28 mars, c'est la proclamation de la commune de Paris, 79 membres élus, qui vont donc se constituer dans les faits en gouvernement de Paris. Voilà. Et dans les semaines qui vont suivre, ce gouvernement de Paris va prendre un certain nombre de mesures que vous connaissez sans doute, en tout cas pour certaines d'entre elles. Hein, ils vont supprimer le paiement des loyers en retard, et ils vont même faire un décret sur les loyers qui sera très favorable aux locataires. Ils vont séparer l'Église de l'État, déclarer l'instruction publique, gratuite, laïque, y compris pour les filles. La réquisition, on va y revenir, des ateliers abandonnés par leurs patrons qui vont être gérés par des coopératives de travailleurs. L'interdiction pour les patrons de mettre des amendes et donc de baisser le salaire des ouvriers. L'abolition du travail de nuit des ouvriers boulangers dans les boulangeries, justement. L'ouverture de boucheries et de boulangeries municipales pour permettre au prolétariat de se nourrir à bas prix. Bon, je pourrais citer d'autres mesures encore. Bon, elle adopte, la Commune de Paris, donc le drapeau rouge, et proclame que le drapeau de la commune est celui de la République universelle, hein, pas simplement Commune de Paris, mais la commune universelle, la République universelle, et nomme des étrangers, hein, notamment Léo Frankel, qui est un ouvrier bijoutier hongrois, membre de l'Internationale, qui va devenir une sorte de ministre, hein, à la Commission du Travail et de l'Échange, et puis des militaires de très haut niveau, hein, comme Dombrovski ou Wroblewski, vont diriger, hein, l'armée de la commune, la garde nationale. Voilà. Bon, ça c'est le bilan positif, hein, mais ce qui est compliqué, c'est qu'en réalité, Versailles, Thiers, bien sûr, il n'attend pas que ça se passe, hein. Il est parti, il a fui le 18 mars, immédiatement, il s'est mis en contact avec Bismarck pour que Bismarck libère des soldats, puisqu'ils étaient prisonniers de Bismarck.
Bismarck va libérer de très nombreux soldats, si bien que dans les semaines qui suivent, il va pouvoir reconstituer une armée solide, tiers. Alors en la payant bien, en la nourrissant bien. Il va faire appel à la province, il aura assez peu de succès, mais il va reconstituer une armée qui va aboutir à une armée de 130 000 hommes grâce à la complicité de Bismarck. Dans leurs échanges, on a les télégrammes entre Bismarck et Thiers, c'est assez intéressant, puisqu'ils se disent, mais en fait, nous défendons, toi tu es allemand, moi je suis français, mais nous défendons les mêmes intérêts. C'est au nom de l'ordre social, nous allons venger l'ordre social. C'est comme ça que Thiers écrit à Bismarck. Face au brigantisme, nous allons venger l'ordre social. Et donc Marx dira dans la guerre civile en France, les gouvernements nationaux ne font qu'un contre le prolétariat. C'est aussi une des leçons de la Commune, c'est que la classe capitaliste, elle, a une conscience de classe qui l'amène, quand ça l'arrange, à dépasser les antagonismes nationaux. Voilà, donc dès le 2 avril, ça va très vite, la Commune est proclamée le 28 mars, dès le 2 avril, c'est déjà le début de la guerre civile. Donc il faut comprendre que la Commune ne fait pas ce qu'elle veut. En fait, elle est accaparée par les tâches militaires. Il faut quand même l'avoir à l'esprit. On dit que la Commune a duré 72 jours. C'est vrai du 18 mars au 28 mai, fin de la Commune. Mais en réalité, pour légiférer, elle n'a eu qu'une cinquantaine de jours. Voilà. Et donc, à partir... Alors très rapidement, la guerre civile tourne en défaveur de la Commune. Il y a des raisons... sur lesquels on pourra revenir plus tard. Et du 21 mai au 28 mai, c'est ce qu'on appelle la semaine sanglante, qui est un massacre sans précédent de prolétaires. On peut estimer qu'il y a au bas mot 20 000 prolétaires exécutés, sans doute 30 000. Voilà, même s'il y a des historiens actuellement qui vous expliquent qu'il y en a 5 000. Mais voilà, donc non, au bas mot 20 000, sans doute 30 000. Plus de 40 000 Parisiens sont arrêtés, c'est-à-dire c'est une vraie déportation. Contrairement à ce qu'on nous a dit, il s'agit bien, on nous a dit oui, mais c'était une armée de ruraux, de campagnards avinés, ils sont rentrés dans Paris, on n'a pas pu les retenir. Non, c'est un massacre planifié par l'état-major et planifié y compris par Thiers, par le gouvernement, qui dira plus tard que lui il y est pour rien, mais non, c'est un massacre planifié. Et deuxièmement, on peut remarquer que c'est un massacre sans précédent en métropole, mais en réalité, ce sont les méthodes coloniales qui sont appliquées aux prolétaires parisiens. Notamment MacMahon avait fait ses preuves en Algérie, et donc on massacre comme on massacre dans les colonies. Voilà. Bon, donc ça, j'en ai fini avec la première partie sur l'aspect factuel. Je suis un peu trop long. Bon. J'en arrive maintenant donc aux enseignements, à l'analyse de Marx de la Commune. Et donc on va s'intéresser donc aux enseignements de la Commune et à une qui est donc tirée de la guerre civile en France. Voilà, ce qui est sans doute la citation la plus connue de la guerre civile en France, je vous la liste. Donc Marx parle de la Commune et il dit « C'était une forme éminemment expansive, son véritable secret le voici. C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le produit de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin découverte sous laquelle pouvait se mener l'émancipation économique du travail. » Alors cette citation, elle est très connue, elle semble assez simple, en réalité elle est, vous allez voir, assez dense d'un point de vue théorique. Alors plusieurs réflexions. Première réflexion, c'est Marx indique quel est le sujet de cette émancipation, et il le dit par deux fois, il dit la classe ouvrière et la classe des producteurs. Ça correspond à une réalité. 70% des 40 000 arrêtés, je vous ai dit lors de la semaine sanglante, sont des ouvriers. C'est une réalité aussi dans le comité central de la garde nationale et dans les cadres de l'insurrection. Beaucoup d'officiers de la garde nationale sont des travailleurs manuels, pour certains membres de l'internationale, mais sont donc des ouvriers qui constituent les cadres de l'insurrection. Sur les 79 élus de la Commune, 33 sont des ouvriers et on compte par ailleurs 14 employés. Bon, ce qui veut dire que la Commune compte une proportion absolument inédite de travailleurs manuels dans un gouvernement. Inédite à l'époque, et depuis, je serais curieux de savoir combien de gouvernements ont compté autant de travailleurs que la Commune. J'indique, parce que c'est quand même intéressant de le savoir, il y aura d'autres élections de la Commune pour des
raisons administratives, c'est pas très important, mais début avril, il y aura d'autres élections, et sur 79 membres, 42 au bas mot sont des membres de l'AIT, d'accord? Alors pas tous les ouvriers, il y a aussi des journalistes, des avocats, etc. Mais donc des gens qui sont membres de l'international, ce qui donne quand même voilà, une couleur, hein, on comprend à qui on a affaire. Voilà. Alors Marx donc désigne le sujet de l'émancipation, la classe des producteurs, la classe ouvrière. Donc le prolétariat, c'est le protagoniste essentiel, mais pas unique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Dans la guerre civile en France, Marx utilise autant le terme peuple, populaire, que les termes classe ouvrière et prolétariat. Et ce n'est pas un hasard. Car la Commune, et c'est un de ses succès, est parvenue à éviter l'isolement qu'avait été celui que vous avez vu moi, l'isolement des ouvriers parisiens en juin 1948, qui s'était fait massacrer, y compris par la garde nationale à l'époque. Le prolétariat parisien en 1871 est parvenu à rallier la petite et moyenne bourgeoisie urbaine. Il faut dire que les Versaillais les ont bien aidés, puisque le 10 mars, l'Assemblée de Versailles avait suspendu le moratoire sur les dettes et les effets de commerce et les loyers, ce qui fait que beaucoup de commerçants, d'artisans parisiens étaient pris à la gorge, étaient incapables de payer leurs dettes, et la Commune, c'est son premier décret, elle décide de repousser le paiement des dettes, etc. Par ailleurs, beaucoup avaient été révoltés dans la petite et moyenne bourgeoisie par le comportement défaitiste du gouvernement de la Défense nationale, puis de Thiers. Bref, le prolétariat parisien est parvenu à constituer une sorte de peuple révolutionnaire sous hégémonie ouvrière. Et c'est un vrai succès de la Commune. Marx le dira, dans la guerre civile en France, il dira « C'était la première révolution dans laquelle la classe ouvrière était ouvertement reconnue comme la seule qui fut encore capable d'initiative sociale, même par la grande masse de la classe moyenne de Paris, boutiquiers, commerçants, négociants, les riches capitalistes étant seuls exceptés. La Commune l'avait sauvée en réglant sagement cette cause perpétuelle de différends à l'intérieur même de la classe moyenne, les comptes des débiteurs et des créanciers. » Il dira ailleurs, la révolution communale représente toutes les classes de la société qui ne vivent pas du travail d'autrui. Voilà, donc on comprend bien que cette idée de bloc social sous hégémonie ouvrière que la Commune est parvenue à constituer. Alors bien sûr, ça a ses limites. Les limites, c'est que c'est à l'échelle d'une ville, d'accord, et non pas à l'échelle de la France. Et puis deuxièmement, ça laisse de côté une France qui est très majoritairement paysanne. Voilà. Ça, c'était pour la première remarque, donc le sujet de l'émancipation. Deuxième remarque, c'est une remarque d'ordre méthodologique. Marx écrit de la Commune, il dit de la Commune que c'est une forme politique enfin découverte. C'est important cette histoire de découverte parce que ça insiste sur le fait qu'il s'agit d'une invention, que ce n'est pas l'application d'une doctrine, d'une utopie, d'un schéma théorique qu'on plaquerait sur la Commune. Marx et Engels se mettent vraiment à l'école de la Commune. Ils cherchent à apprendre, à tirer des leçons de la Commune, et y compris à confronter leur théorie, parce que c'est pas, je veux dire, c'est des militants révolutionnaires en 1871 depuis de nombreuses décennies. Ils ont des conceptions théoriques, mais ils les mettent à l'épreuve de la Commune. Ils les confrontent pour voir dans quelle mesure elles correspondent ou pas à la réalité et au mouvement réel. Marx dira dans la guerre civile en France, la classe ouvrière n'attendait pas de miracle de la Commune, elle n'a pas d'utopie toute faite à introduire par décret du peuple, elle n'a pas à réaliser d'idéal, mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle qui sont en gésine, c'est-à-dire dont la Commune porte, qu'elle porte en elle, dans la vieille société bourgeoise en cours d'effondrement. Donc voilà, c'est ce refus de l'utopie qui est une marque méthodologique forte de Marx, qui est importante à relever. Et ça, chez Marx, c'est présent, on est en 71, mais dès 1845, dans l'idéologie allemande, quand Marx définit le communisme, il le définit de la manière suivante: le communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État actuel. Voilà, donc je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Troisième remarque, Marx parle de la Commune comme d'une forme politique. Alors, quelle forme politique ?
Alors, il a publié La guerre civile en France, mais avant de l'écrire, il a écrit 2 brouillons, et on a les brouillons de Marx, ils ont été publiés, et c'est extrêmement intéressant. Dans un de ces brouillons, il dit la chose suivante. Ce ne fut donc pas, il parle de la Commune, ce ne fut donc pas une révolution contre telle ou telle forme de pouvoir d'État, légitimiste, constitutionnelle, républicaine ou impériale. Ce fut une révolution contre l'État lui-même. Ce ne fut pas une révolution faite pour transférer ce pouvoir d'une fraction des classes dominantes à une autre, mais une révolution pour briser cette horrible machinerie de domination de classe en tant que telle. Voilà, donc ça c'est ça la forme de la Commune, c'est un gouvernement qui brise l'État. Et comment brise-t-il l'État? Le premier décret de la Commune, c'est d'abolir l'armée permanente, qui est remplacée par le peuple en armes, c'est-à-dire la garde nationale. La Commune va immédiatement dissoudre la préfecture de police, et puis elle va ambitionner, même si elle n'aura pas le temps de le faire, de réformer la justice pour que la justice soit donc gratuite, avec une élection des juges. Voilà, donc l'idée c'est de briser toutes les fonctions répressives de l'État. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre au crédit de la Commune, elle l'a fait immédiatement. Voilà, et c'est une première leçon que Marx tire de la Commune, elle est célèbre, il dit « La classe ouvrière ne peut pas se contenter de s'emparer telle qu'elle de la machinerie de l'État et de la faire fonctionner pour son propre compte. » Voilà, donc quand la classe ouvrière parvient au pouvoir, elle doit briser les fonctions répressives de l'État bourgeois, elle ne peut pas se contenter de se fondre dans les institutions. Voilà, Marx en même temps dit il y a les fonctions répressives de l'État et puis il y a des fonctions qui sont des fonctions qu'il appellera des fonctions, dans la guerre civile en France, des fonctions légitimes de l'État. Et pour ces fonctions-là, il va prôner une transformation, un dépassement, une débureaucratisation radicale. Et alors là, c'est tout ce qui a trait à l'élection et la révocabilité des élus, le mandat impératif qui s'applique à eux, d'ailleurs l'élection et la révocabilité ou le concours pour les fonctionnaires, la publicité des débats, c'est-à-dire que toutes les réunions de la Commune devront être reproduites dans le journal officiel pour que les citoyens puissent les connaître. Le salaire maximum des fonctionnaires, vous savez que la Commune a fixé un salaire maximum de 6 000 francs qui ne pouvait pas être dépassé. Et puis aussi une décentralisation radicale du pouvoir. Et ça, il faut comprendre que c'est une vraie aspiration dans la France de l'époque, après 20 ans de centralisme impérial qui étouffait toute initiative locale. Alors ça ne veut pas dire qu'une décentralisation comme on l'a connue aujourd'hui, une décentralisation pour casser les droits, etc. Non, c'est une décentralisation qui ne devait pas remettre en cause l'unité nationale, mais qui devait au contraire refonder l'unité nationale sur la base de communes fédérées au point de vue du canton, du point de vue du département, et puis nationalement. Voilà, finalement Marx donne une définition ramassée, concentrée de la Commune. Il disait la Commune, c'est l'autogouvernement des travailleurs. Et il me semble que du point de vue de la forme du gouvernement, c'est la meilleure définition qu'on puisse donner, autogouvernement des travailleurs. Voilà. Quatrième remarque sur cette citation, Marx dit c'est la forme politique sous laquelle pouvait se mener, etc., l'émancipation des travailleurs. Je voulais insister sur ce pouvait se mener. Ailleurs, Marx parlera de la Commune comme d'un levier, c'est-à-dire d'un moyen. Ça veut dire quoi pour l'émancipation sociale, bien sûr? Ça veut dire que la Commune n'est pas une fin, n'est certainement pas le socialisme réalisé, c'est un processus. Il dira dans un des brouillons dont je vous ai parlé, la Commune ne supprime pas la lutte des classes, mais elle crée l'environnement rationnel dans lequel cette lutte des classes peut passer par ces différentes phases de la façon la plus rationnelle et la plus humaine. Voilà. Donc ça c'est important du point de vue méthodologique pour comprendre, c'est la Commune portait en elle-même autre chose que la Commune. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Et c'est aussi ça que veut dire la première partie, quand il dit la Commune forme éminemment expansive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un processus politique en construction qui est ouvert à son propre développement. Et Marx, d'ailleurs, utilisera très souvent le mot de tendance pour parler de la Commune. Il dira par exemple « La grande mesure sociale de la Commune, ce fut sa propre existence et son action. Ces mesures particulières, ce qu'elle a fait, ce qu'on cite toujours, ne pouvaient qu'indiquer la tendance d'un gouvernement du peuple par le peuple. » Donc cette idée de tendance, tendance socialiste, il dira parfois, de la Commune. Voilà, c'était ce que je pouvais dire sur
sur tout l'aspect de la forme, en fait, hein, la commune comme forme. Maintenant, on en vient, et c'est le plus important, à la question du contenu. Je dis c'est le plus important, c'est même la question, et dans la période actuelle, ça revêt une importance particulière, puisque vous avez vu en 2021, je ne sais pas si ça vous a peut-être échappé, mais il y a eu le 150aire de la commune, et à gauche, beaucoup de gens, hein, des sympathisants de la commune, hein, tout le monde s'accordait à gauche, hein, parce qu'il y a toujours les Versaillais, hein, il y a toujours une droite extrêmement hostile à la commune, mais disons qu'à gauche, il y a plein de gens qui ont une sympathie, hein, la commune libertaire. Bon, la commune libertaire, moi je veux bien, mais c'était d'abord et avant tout des Parisiens en armes, une armée, d'accord, c'était pas une ZAD à l'échelle de Paris, hein, c'était quand même, bon, c'était avant tout un fait militaire, la commune. Voilà. Mais disons que, voilà, il y a toute une gauche apparemment sympathique à la commune, mais qui vous dit la commune est un questionnement radical, hein, qui va vous dire ils ont supprimé l'armée permanente, mandat impératif, etc. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'ils acceptent la forme, mais pour en rejeter le contenu. D'accord ? Alors quel est-il ce véritable contenu de la commune ? Alors, on va y venir. C'est la deuxième. Il y a une deuxième citation. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Mais voilà, Marx le définit. Toujours dans la guerre civile en France, il dit « La commune entendait abolir cette propriété de classe qui fait du travail du grand nombre la richesse de quelques-uns. Elle visait à l'expropriation des expropriateurs. Elle voulait faire de la propriété individuelle une réalité en transformant les moyens de production, la terre et le capital, aujourd'hui essentiellement moyens d'asservissement et d'exploitation du travail, en simples instruments d'un travail libre et associé. » Alors, comment la commune entendait-elle exproprier les expropriateurs et mettre fin, en fait, à l'exploitation du travail ? Alors là, il faut s'intéresser à une des commissions de la commune. Hein. La commune, elle avait son assemblée, et puis dans l'assemblée de la commune, vous aviez différentes commissions qui étaient des sortes de ministères, mais ils n'avaient pas repris ce mot bourgeois. Donc vous aviez notamment la commission du travail et de l'échange, celle qui était dirigée par Léo Frankel, et qui était peuplée d'internationalistes, peuplée de militants de l'Internationale. Et eux, ils ont véritablement entrepris une œuvre qui visait à mettre fin à l'exploitation capitaliste. Comment ? Essentiellement par un décret, le décret du 16 avril, qui décide de réquisitionner tous les ateliers fermés, abandonnés par leurs patrons, et il y en avait un paquet dans Paris, puisque les patrons avaient déjà, pour certains, fui Paris lors du premier siège, et puis surtout fui Paris après le 18 mars, hein, apeurés de cette révolution des prolétaires. Et donc, ce décret du 18 mars, il dit tous ces ateliers, eh bien, ils vont être réquisitionnés et remis en exploitation par des coopératives ouvrières. Et ces coopératives ouvrières, elles vont être dirigées par les syndicats, par les chambres syndicales. Ce qui va amener le plus grand historien de la commune, qui s'appelle Jacques Rougerie, à parler, hein, à propos de ce décret, de syndicalisation des moyens de production. Et c'est bien de ça dont il s'agit. D'accord ? Alors, les historiens, les autres, hein, aujourd'hui, vous ne dites rien du tout, au prétexte que ce décret n'a pas été mis en œuvre pratiquement. Il y a une seule entreprise qui a été réquisitionnée, une entreprise de fonderie dans le 15e arrondissement, mais en réalité, ce décret n'a pas été mis en place parce que la commune a été écrasée, parce qu'elle n'a eu que 50 jours pour œuvrer. Mais en réalité, le travail était déjà bien lancé. Les chambres syndicales avaient commencé à recenser des dizaines d'ateliers qui allaient pouvoir être remis en exploitation par les travailleurs associés. Voilà, alors là, l'historien dont j'ai parlé, Jacques Rougerie, explique comment ça devait se passer. Et je voudrais vous lire ce qu'il dit parce que je trouve que c'est extrêmement parlant et ça dit bien la radicalité de cette réforme. Il parle donc de ces coopératives ouvrières. Il dit « Associations formées, gérées par les syndicats professionnels, elles allaient peu à peu s'étendre grâce à l'aide de la commune. Déposséder sans violence superflue les patrons inutiles, ne cherchant pas le profit, mais l'attribution égalitaire au producteur de toute la valeur de son produit, travaillant mieux, elle ne pouvait que l'emporter sur les entreprises patronales qui voudraient subsister. Bientôt, les chambres syndicales auraient en main, dans chaque métier, l'ensemble de l'appareil de production collectivisé. C'est elles qui fédéraient à Paris, nationalement, internationalement, l'exemple serait forcément contagieux, assureraient désormais l'administration des choses. » Voilà le projet des internationalistes qui peuplaient la commission du travail et de l'échange.
on peut confronter ça au maigre bilan, comme disent les historiens actuels de la commune, mais c'était ça le projet. Hein. Rougerie a raison de dire que le but, c'était d'en finir avec l'exploitation capitaliste, avec le patronat, que les syndicats prennent le contrôle de toutes les branches de l'industrie parisienne. C'était ça l'objectif. Et ils ont commencé, je vous ai parlé de cette entreprise du 15e, mais en réalité, ils ont commencé, et c'est les femmes qui ont commencé. Je n'ai pas encore dit un mot des femmes dans la commune, mais les femmes ont joué un rôle central dans la commune de Paris, notamment une d'entre elles, Elisabeth Dmitrieff, qui est envoyée depuis Londres par Marx, et qui va fonder avec d'autres, comme Nathalie Lemel, l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés. Alors le nom semble un peu énigmatique, mais en réalité, hein, c'est une chambre syndicale des femmes travailleuses de Paris, hein, c'est ça dont il s'agit. Et cette union des femmes, elle va faire pression sur la commune, et en coopération avec la commission du travail, elle va commencer à mettre en place des coopératives d'ouvrières qui vont travailler pour la commune, notamment pour fabriquer par exemple les uniformes de la garde nationale. Les femmes vont donc produire, vous allez avoir un certain nombre, dans tous les arrondissements de l'Union des femmes est implantée, et elles vont mettre en place des ateliers qui vont produire pour la commune, donc qui vont restituer le produit intégral du travail aux travailleuses, hein, en dehors de l'exploitation capitaliste. La commune et la commission du travail elles vont faire pression pour que la commune, quand elle va passer des marchés, parfois la commune elle fait des marchés et donc elle va forcément faire appel à des travailleurs, à des entreprises capitalistes. La commission du travail, l'Union des femmes vont dire non, quand il existe pour produire une coopérative ouvrière, vous devez de façon préférentielle vous adresser à la coopérative ouvrière, et quand il n'y a pas le choix, alors vous devez demander les comptes de l'entreprise pour voir combien sont payés les travailleurs. Parce qu'en fait, pour avoir un marché, c'est pas difficile, il suffit d'exploiter davantage les travailleurs. Et donc la commission du travail et l'Union des femmes dit, avant de passer un marché, la commune devra vérifier si les travailleurs ne sont pas exploités d'une manière éhontée par leur patron. Voilà. Alors, ça ne va pas être mis en œuvre par la commune comme institution, mais voilà les projets, voilà le discours qui a été tenu. Voilà, conclusion. Et je termine. Ouais, je pile bien. Conclusion de Marx à propos donc de cette portée, donc du contenu de la Commune de Paris. Marx dit dans La guerre civile en France, à propos de ces initiatives, de ces coopératives, si la production coopérative ne doit pas rester un leurre et un piège, si elle doit supplanter le système capitaliste, si les associations coopératives unies règlent la production nationale selon un plan commun, la prenant ainsi sous leur propre contrôle et mettant fin à l'anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont une fatalité de la production capitaliste, que serait-ce, messieurs, sinon du communisme? C'est bien ça pour Marx. La commune portait en elle le communisme. Bien sûr, elle n'était pas le communisme achevé, réalisé, mais elle le portait voilà, comme à l'intérieur des contradictions de la lutte de classe en réalité. Voilà. Merci. Merci pour ta présentation, ton exposé. Puis merci aux camarades d'être venus à cette séance de l'école de formation ce soir. Voilà, vous pourrez, pour les camarades qui pourront en parler aussi, par exemple dans vos comités du POID, de cette formation, qui pourront bientôt revoir, qui sera disponible en ligne, la vidéo, et puis surtout les inviter à participer aux prochaines. Donc la prochaine séance sera le 22 décembre, et elle aura pour thème la construction de la deuxième internationale. Et donc voilà, ce sera le 22 décembre, toujours pareil, ici, à 19h. Donc voilà, on invite tous à y participer, à en parler autour de vous, et à proposer à vos camarades de s'inscrire pour y participer. Merci.